Aujourd'hui, des années plus tard, je revois cette dernière soirée, celle où l'illusion s'est brisée en mille éclats. Antoine était là, si sûr de lui, si sûr de moi, dans l'éclat froid de notre Penthouse parisien. Il a prononcé des mots simples, presque anodins pour lui, mais qui résonnaient déjà d'une prophétie funeste. Tu es un passif, Adèle, et les passifs doivent être gérés. Je n'ai rien dit, comme souvent. Mon silence n'était pas une acceptation, ce n'était pas une faiblesse, c'était une longue observation, une contemplation de l'abîme qui se creusait inéluctablement entre nous. Il croyait me lire à travers son prisme de pouvoir, mesurant ma valeur à l'aune de son propre reflet. Il ignorait que le calme apparent est parfois le signe d'une tempête intérieure, d'une décision qui mûrit lentement, inexorablement, à l'abri des regards. C'est quand le monde autour de moi s'est effondré, dans un fracas si violent qu'il a assourdi le bruit de ma propre chute, que j'ai enfin vu la vérité en face. Une clarté froide et déchirante, balayant toute obscurité. J'ai ouvert les yeux, et tout était blanc. Un plafond inconnu, immaculé, au-dessus de moi, et un bourdonnement léger, régulier, comme une promesse continue de vie. L'odeur d'antiseptique flottait dans l'air, âcre, irréelle, loin des parfums opulents de l'avenue Georges V où se dressait notre Penthouse. Mon corps était lourd, chaque parcelle de ma peau une plainte silencieuse, chaque muscle une encre de douleur. J'étais là, Adèle Dubois, âgée de 32 ans, mon ventre lourd de 8 mois, mais c'était comme si mes os avaient 1000 ans, brisés par un poids que je n'aurais jamais cru possible. Une main s'est posée sur mon ventre, instinctivement, pour protéger cette vie qui s'y nichait, cette petite merveille dont le cœur battait en moi. Une angoisse sourde, profonde, m'a serré la gorge. Est-il en sécurité, mon enfant? Des bribes d'images ont traversé mon esprit, fragmentées, froides comme des éclats de verre. La lumière crue des lustres, le marbre froid sous mes pieds, puis une silhouette. Une silhouette grande, trop familière, dont le visage restait flou, mais dont la froideur m'atteignait encore. Une main, forte, implacable, une poussée. Une sensation vertigineuse de chute, de vide, le temps qui s'étire dans une éternité silencieuse avant l'impact. Mon corps s'est tordu, tentant de protéger ce qu'il y avait de plus précieux en moi. Puis, le noir, total, absolu. Ce n'était pas un accident, mon esprit l'a crié dans le silence de ma chambre. Ce n'était pas une maladresse, une glissade malheureuse. C'était une volonté, une décision. Antoine. Le nom a résonné, amer, dans ma conscience à peine éveillée. J'ai entendu des voix, douces, lointaines, flottant au-dessus de moi. Celle d'infirmière. Elle s'est réveillée un instant. Sa tension est stable, mais le bébé reste fragile. C'était la voix de l'infirmière Élodie, je crois, empreinte d'une fatigue professionnelle. Une autre voix a répondu, plus grave. Un accident domestique, comme l'a rapporté son mari. Beaucoup de stress pendant la grossesse, semble-t-il. Mais les contusions, elles ne correspondent pas tout à fait. Ces mots, comme des gouttes d'acide, ont percé le brouillard de mon esprit. Les contusions. Je n'avais pas rêvé la douleur, ni la force de ce geste. Antoine avait déjà commencé à tisser sa toile de mensonges, à envelopper ma chute d'un récit qu'il contrôlait, comme il contrôlait tout. L'illusion d'un mariage stable, d'un homme qui, malgré ses défauts, aurait un fond de tendresse, cette illusion s'est brisée en 1000 morceaux, aussi sûrement que mon corps avait heurté les marches de marbre. Il ne restait rien, sinon la cruelle vérité. Mon enfant et moi étions en danger, et l'homme qui avait juré de nous protéger en était la cause. La peur, une peur froide et méthodique, a commencé à prendre racine dans mon cœur. Le temps s'est étiré, lent et cotonneux, dans cette chambre d'hôpital. Ma douleur physique diminuait, laissant place à une clarté nouvelle, souvent douloureuse, dans mon esprit. Mes souvenirs, autrefois enveloppés de voiles, commençaient à se déployer, tels de vieux parchemins jaunis. Je me suis revu, Adèle Dubois, bien des années auparavant, à la rencontre d'Antoine Beaumont. C'était lors d'un gala de bienfaisance à Paris, un événement somptueux, un de ceux où la haute société se montre sous son meilleur jour. Il était là, Antoine,
le PDG charismatique du groupe Beaumont, un homme que Paris admirait, dont le nom était synonyme de succès et d'influence. Son regard était intense, son sourire désarmant, ses paroles enjôleuses. Il m'avait promis une vie au-delà de mes rêves les plus fous, une vie d'abondance, de prestige, de lumière. Et il avait tenu parole, du moins en apparence. Notre Penthouse sur l'avenue Georges V était un écrin de luxe, avec ses vues imprenables sur la capitale, ses œuvres d'art choisies avec goût, son silence feutré. Le groupe Beaumont, une entreprise dont les revenus se chiffraient en milliards d'euros chaque année, m'ouvrait les portes d'un monde que je n'avais jamais imaginé. Des voyages, des dîners mondains, des apparitions publiques où j'étais toujours à ses côtés, souriante, discrète. Mais derrière cette façade brillante, la solitude s'était installée, insidieuse, comme un lierre grimpant le long des murs dorés de ma cage. Antoine avait commencé à suggérer qui je devais fréquenter, quel cercle était convenable pour une femme de son rang. Mes amis d'avant, mes passions simples, s'étaient estompées, remplacées par des obligations sociales sans âme. Je me souviens des robes. Au début, j'aimais les choisir, les essayer, laisser ma personnalité s'exprimer à travers les tissus et les coupes. Puis, un jour, Sophie Leclerc, de l'équipe de communication d'Antoine, avait commencé à s'en charger. Des couleurs douces, Adèle, disait-elle avec un sourire forcé. Le public aime les femmes discrètes. Je n'avais pas discuté, je ne discutais plus vraiment. Ma voix, autrefois claire et affirmée, avait commencé à s'amoindrir, à se faire plus rare dans les conversations, jusqu'à se fondre dans le bruit de fond. Je riais moins, je parlais moins, je sentais ma propre personne se rétrécir, devenir une ombre légère, l'accessoire parfait pour un homme si éclatant. Ce n'était pas de l'amour, cette attention possessive, je le comprenais maintenant. C'était un désir de contrôle, une volonté de me façonner à son image, à l'image qu'il voulait montrer au monde. Et dans cette prison dorée de l'avenue Georges V, j'avais laissé ma propre mélodie se muer en un murmure, puis en un silence. Ma grossesse, cette période qui aurait dû être un temps de joie et d'attente sereine, devint le catalyseur de la spirale de contrôle d'Antoine. Au lieu d'adoucir son regard, l'idée d'un enfant semblait exacerber son besoin de maîtrise. Il ne voyait pas une nouvelle vie, mais un obstacle, un fardeau au potentiel pour son image publique, pour les affaires du groupe Beaumont. La peur s'est installée en moi, silencieuse, grandissant avec chaque mouvement de mon bébé. Antoine commença à me couper progressivement de mes frères, Thomas et Lucas, mes ancres dans ce monde superficiel. Ils te rendent anxieuse, Adèle, disait-il d'une voix calme, presque professorale. Et l'anxiété, ce n'est pas bon pour le bébé. Ces mots étaient déguisés en sollicitude, mais je sentais la lame froide de l'isolement s'abattre sur moi. Mon téléphone devint un objet sous surveillance. Les appels de Thomas et Lucas, ces rares bouées de sauvetage, étaient souvent interceptés, ou du moins, Antoine s'assurait que je n'y réponde pas. Ta famille te stresse, répétait-il, le visage impassible. Il posait mon téléphone face cachée, comme s'il protégeait le monde de mon anxiété, ou plutôt, me protégeait de mes liens. Ces paroles, d'abord subtiles, devinrent plus dures, plus directes. Les femmes fatiguées n'attirent pas la sympathie, lâchait-il un soir, son verre de vin tournoyant dans sa main. Et elles sont remplacées. Le mot « remplacer » a résonné lourdement dans l'air, me glaçant le sang. J'étais enceinte, vulnérable, et il me parlait déjà de ma remplaçante. Je n'étais plus sa femme, ni la mère de son enfant. J'étais devenu une responsabilité, un passif à gérer, selon ses termes. Cette idée, que j'étais une charge, une entrave, s'enfonçait chaque jour un peu plus. Je voyais souvent le nom de Sophie Leclerc apparaître sur l'écran de son téléphone, un nom qui, au-delà de son rôle professionnel, commençait à murmurer d'autres hypothèses. Une suspicion sourde, étouffée, grandissait en moi. L'image de notre enfant, ce lien sacré, ne parvenait pas à briser la glace entre nous. Au lieu de nous unir, la grossesse avait creusé un fossé encore plus profond, révélant la dureté implacable d'Antoine. La douceur et l'amour maternel, ces sentiments si purs en moi, se heurtaient à un mur d'indifférence et de calcul froid.
La petite étincelle d'espoir que mon enfant pourrait adoucir Antoine s'éteignait peu à peu, remplacée par la certitude que je n'étais qu'un outil pour lui, et que cet outil était devenu, à ses yeux, défectueux. La nuit du gala au Ritz Paris est restée gravée dans ma mémoire, un tableau vivant de l'absurdité de ma vie. C'était une de ces soirées où Paris brillait de mille feux, où les flashs des photographes crépitaient sans relâche, capturant chaque sourire, chaque apparition. J'étais là, à côté d'Antoine, mon ventre déjà très rond sous une robe bleu marine choisie, bien sûr, par Sophie Leclerc. Des couleurs douces, avait-elle insisté, pour une image rassurante. Je me sentais comme une décoration exquise, une pièce parfaitement ajustée dans le grand tableau de la marque Antoine Beaumont, mais mon âme était un vide sidéral. Antoine, lui, était dans son élément. Il rayonnait, parlant d'éthique, de leadership, des valeurs familiales, son bras fermement posé autour de ma taille. C'était un acteur hors pair, capable de faire croire au monde entier à une harmonie parfaite. Au milieu des rires et des conversations étouffées, il s'est penché vers moi, ses lèvres frôlant mon oreille. Son sourire ne vacillait pas, mais ses yeux étaient froids, perçants. « Ce soir est la dernière fois que tu m'embarrasses » a-t-il murmuré, si doucement que personne d'autre n'aurait pu l'entendre. Ce n'était pas une menace hurlée, mais une promesse glaçante, qui s'est enroulée autour de mon cœur. Une prémonition amère s'est installée en moi, une certitude que quelque chose d'irréparable allait se produire. Le trajet de retour dans la Mercedes noire a été un silence pesant. Les lumières de Paris défilaient derrière les vitres teintées, des traînées d'or floues, presque douces, presque bienveillantes. Antoine était assis à mes côtés, absorbé par son téléphone, son visage à nouveau calme, poli, comme si l'homme qui avait proféré cette menace quelques instants auparavant n'avait jamais existé. Je l'observais dans le reflet de la vitre. Sa mâchoire était détendue, sa respiration régulière. Ce calme, plus que sa colère, me terrifiait. « Mais tu as à peine parlé ce soir » a-t-il dit sans lever les yeux de son écran. J'ai répondu faiblement, je me sentais étourdi. « Le bébé ?» Il m'a coupé, la voix ferme. « Le bébé va bien. Le docteur Moreau t'a donné le feu vert. Tu t'inquiètes trop. » Le docteur Moreau, la femme qu'Antoine payait, celle qui ne me posait jamais de questions en son absence. Ma peur s'est intensifiée, et j'ai serré ma main sur le tissu de ma robe, espérant que la nuit se termine vite, que les mots s'effacent. Mais le murmure glacé d'Antoine résonnait encore, une promesse sinistre qui planait sur l'air confiné de la voiture, annonçant sans équivoque la fin de toute illusion. Arrivé aux Pentouzes, l'atmosphère s'est alourdie, palpable, étouffante. Antoine a desserré sa cravate, posé sa montre sur la console avec une lenteur délibérée, chacun de ses gestes une déclaration de puissance. J'ai retiré mes talons, mes pieds endoloris, mon dos raide, désirant par-dessus tout que cette nuit prenne fin, que je puisse enfin m'effondrer sur le lit. Mais il n'en fut rien. Antoine s'est servi un verre d'un liquide ambré, le faisant tournoyer, ses yeux fixés sur moi. « Mais tu m'as embarrassé » a-t-il dit, le ton sec, définitif. J'ai tourné lentement, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai rien dit de mal. Il a ricané. « Mais tu n'as pas besoin de parler pour m'embarrasser. Les gens remarquent des choses. Ton visage, ta posture, ce regard que tu as quand tu te crois invisible. » J'ai tenté de me défendre, si faiblement. J'étais fatigué. Il m'a coupé net, les mots cinglants. Les femmes fatiguées n'attirent pas la sympathie, Adèle. Elles sont remplacées. Le mot « remplacer » s'est suspendu dans l'air, lourd de sens, empli d'une menace à peine voilée. Une question, que je connaissais déjà mais que je devais poser, a franchi mes lèvres tremblantes. « Vois-tu quelqu'un d'autre » Antoine a ri doucement, un rire sans joie. « Mais tu es enceinte et émotive. Ne commence pas à imaginer des ennemis. » Mais Sophie Leclerc n'était pas imaginaire, je le savais. Son rire s'est éteint, son verre s'est immobilisé. Il l'a posé lentement, puis a marché vers moi. Ni vite, ni en colère, juste d'une démarche contrôlée, calculée. « Sophie travaille pour moi » a-t-il dit.
Elle résout les problèmes. J'ai senti ma voix trembler, malgré mes efforts pour rester calme. J'avais le droit de penser, avant. Son expression a changé alors, pas de la rage, mais une profonde déception, un regard qui vous jugeait sans appel. Tu deviens un passif, a-t-il déclaré, et les passifs doivent être gérés. J'ai reculé d'un pas, ma main se posant instinctivement sur mon ventre, un réflexe de protection. Et s'il te plaît, ai-je murmuré, parlons demain. Antoine a jeté un coup d'œil aux escaliers, puis est revenu à moi. Non, a-t-il répliqué. Nous allons parler maintenant. Alors qu'il s'approchait, mon téléphone, que j'avais laissé sur la console, a vibré une fois de plus. Thomas. Dans ma hâte, il a glissé de ma main, heurtant le marbre avec un bruit sec, l'écran s'illuminant. Antoine a vu le nom. Il a souri, un sourire prédateur. Puis, il s'est avancé, ses yeux sur moi, et une main s'est levée. J'ai senti la poussée, soudaine, brutale, me déséquilibrant. Le vide sous mes pieds, l'effroi de la chute dans les escaliers de notre luxueux Penthouse. Mon corps s'est tordu, tentant de protéger mon ventre, mon enfant. Puis, l'obscurité, lourde, suffocante, comme un rideau noir tombant sur ma conscience. Les derniers mots que j'ai entendus, avant que le silence total ne m'engloutisse, étaient les siens, froids, définitifs, non, nous allons parler maintenant. Le voile épais qui avait recouvert ma conscience s'est dissipé lentement, comme un brouillard matinal sur la scène, laissant apparaître des visages familiers. Des visages aimés, gravés dans ma mémoire depuis mon enfance, ceux de mes frères. Thomas était là, assis près de mon lit, le front plissé par l'inquiétude que je connaissais si bien, et Lucas, debout, un peu en retrait, ses yeux vifs rivés sur moi, son regard scrutateur comme toujours. Un soulagement m'a traversé, chaud et doux, une première bouffée d'air frais après ce long séjour sous l'eau de l'inconscience. Je n'étais pas seul, non, je n'étais plus seul dans cette obscurité envahissante. Les mots de l'infirmière Élodie, réconfortants, sont venus à moi. Elle est stable, son bébé aussi. Ses frères sont à son chevet. La douleur physique était toujours là, une compagne fidèle et lancinante, mais une autre force, intérieure, tenace, commençait à s'éveiller, une étincelle de résilience que je croyais perdue. J'ai tendu la main vers Thomas, ma paume cherchant la sienne. Il a serré ma main, sa grande paume recouvrant la mienne, faiblement d'abord, puis avec une force nouvelle, une promesse silencieuse échangée entre nous, un pacte sans mots. C'était un soutien inébranlable, et en cet instant, j'ai su qu'il était là, avec Lucas, prêt à me défendre. J'ai entendu le docteur Chloé Moreau discuter à voix basse, plus loin dans le couloir, sa voix grave et mesurée. Ces mots, les contusions ne correspondent pas à une simple chute, infirmière, sont venus conforter ce que mon cœur savait déjà, une vérité froide mais nécessaire. Antoine avait menti, et d'autres commençaient à le voir, à douter du récit qu'il avait si habilement orchestré. Ce fil ténu, fragile comme une toile d'araignée, m'a offert un premier aperçu de justice, une échappatoire à la prison de ses mensonges. Quelques heures plus tard, Antoine est apparu, impeccable dans son costume habituel, son visage impassible, sans une ride trahissant la moindre émotion, ni une once de tendresse dans le regard. Il s'est tenu au pied de mon lit, les mains croisées devant lui, une posture de propriétaire, de maître. « Tu aurais dû écouter » a-t-il murmuré, plus à lui-même qu'à moi, une sentence froide et définitive qui a ravivé en moi une colère sourde, contenue. Ce n'était pas de la pitié qu'il exprimait, ni même du remords. C'était du dépit, la frustration de voir son plan imparfait, son contrôle vaciller. J'ai détourné le regard, ne voulant plus voir cette froideur calculatrice. Son pouvoir, cette aura d'invincibilité qu'il affichait toujours, commençait à me sembler fissurée, vacillante, comme une image déformée dans un miroir brisé. J'ai compris, à cet instant, que son emprise n'était pas absolue. Il y avait des témoins, des failles dans son récit, des personnes dont la conscience n'était pas à vendre. Mes frères, le docteur Moreau, l'infirmière Élodie qui notait tout avec une application discrète et professionnelle. Et puis, Lucas m'a parlé d'un détail qui a fait basculer ma perception,
un élément qui donnait corps à mes intuitions. 9 minutes de vidéo de surveillance manquante. Effacée, prétendait-on, par une routine de maintenance, une explication si lisse qu'elle en devenait suspecte. Mais un jeune technicien du nom de Marc Durand, par habitude ou par un instinct de survie inattendu, avait fait une copie, un double invisible de ces 9 minutes précieuses. C'était une preuve potentielle de la vérité, une lueur dans la nuit. Mon cœur a battu plus fort, un rythme nouveau, puissant. Antoine n'était pas intouchable. Et je n'étais pas seul à vouloir que la vérité éclate. La peur était toujours là, nichée au creux de moi, mais elle s'accompagnait désormais d'une détermination froide, d'une force que je ne me connaissais pas, une volonté de lutter pour moi, pour mon enfant, pour la justice. De ma chambre d'hôpital, le monde extérieur me parvenait par bribes, souvent déformé, fragmenté par la distance et les filtres. J'ai vu Antoine à la télévision, son image projetée sur un écran muet dans le salon des infirmières, son visage grave, s'exprimant devant une nuée de micros devant la façade imposante du groupe Beaumont. Il parlait de ma santé mentale fragile, de mon stress intense lié à la grossesse, de mon état émotionnel précaire qui, selon lui, avait causé ma malheureuse chute dans les escaliers. Chaque mot était un mensonge tissé avec soin, une flèche empoisonnée visant à me discréditer, à transformer la victime en coupable, à noyer la vérité sous un flot de compassion feinte. Une fureur froide, silencieuse, s'est éveillée en moi, une détermination inébranlable. Mes yeux se sont ouverts grands, fixant l'écran avec une intensité nouvelle, une clarté que je n'avais pas eue depuis des mois, voire des années. Puis, une parole, presque un souffle, à peine audible, s'est échappé de mes lèvres sèches. Vilement. Thomas s'est penché, son visage se tordant d'émotion, ses yeux cherchant les miens, une interrogation muette dans son regard. Lucas a posé une main ferme sur mon épaule, son contact un ancrage rassurant. Le docteur Chloé Moreau, ses yeux perçants et intelligents, s'est approché de mon lit, son attention rivée sur ma respiration, sur l'expression de mon visage. J'ai rassemblé mes forces, le peu de voix qui m'était encore accessible, et d'une voix qui tremblait encore mais portait le poids de ma conviction, j'ai répété, cette fois plus fort, plus clair, chaque mot résonnant avec une force que je ne me connaissais pas. Mon mari m'a blessé. Un silence lourd, profond, a empli la pièce, un silence que mes paroles avaient brisé, une rupture. Irréversible. Le docteur Moreau n'a pas hésité. Son visage, d'abord empreint de surprise, s'est teinté d'une résolution inébranlable. Ceci est un témoignage officiel, a-t-elle déclaré, ses yeux se posant tour à tour sur mes frères, puis sur moi, une reconnaissance muette de la gravité de mes mots. Elle a pris son téléphone, son geste mesuré, professionnel, composant un numéro. J'ai compris qu'elle allait appeler la police, que la machine de la justice commençait à se mettre en marche, poussée par ma seule parole. Dans un coin discret de la ville, Marc Durand, cet homme discret dont l'honnêteté était plus forte que la peur, a finalement transmis la clé USB contenant la preuve irréfutable à maître Claire Lambert, notre avocate, celle que mes frères avaient contactée avec une foi inébranlable. L'information a voyagé vite, invisiblement d'abord, puis se propageant comme une traînée de poudre. Bientôt, le téléphone d'Antoine a sonné. C'était Sophie Leclerc, sa voix pleine d'une nervosité que je n'aurais jamais cru possible chez elle, même dans les situations de crise les plus délicates. J'ai imaginé sa panique, son contrôle se fissurant enfin, les couches de mensonges qu'elle avait si méticuleusement construites s'écroulant autour d'elle. Mon réveil, la vidéo, la vérité qui s'échappait de ses mains, de son emprise. Antoine, dans son bureau impeccable, face à l'immensité de Paris, devait sentir son empire vaciller pour la première fois, ses fondations même trembler. Il ne pouvait plus tout contrôler, plus personne n'y parvenait. Et moi, allongé sur ce lit d'hôpital, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement profond et d'appréhension. Le combat ne faisait que commencer, mais j'avais ma voix, et cette fois, elle ne serait pas étouffée, elle résonnerait. Si vous êtes encore à l'écoute, je vous invite à laisser un simple chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous. C'est pour moi une façon de savoir que des amis silencieux m'accompagnent dans ce voyage. Votre présence est le plus grand des encouragements pour que je puisse vous confier la dernière partie de mon histoire.
les jours qui ont suivi mes paroles, celles prononcées avec tant de force malgré ma faiblesse, ont vu les ondes de choc se propager, irrésistibles, à travers la ville que j'avais crue impénétrable. La vérité, une fois libérée, ne se laisse plus contenir, elle trace son chemin, implacable, à travers les fondations les plus solides. L'histoire d'Antoine Beaumont, autrefois impeccable, bâtie sur le roc de son image et de son pouvoir, s'est fissurée en place publique. Je ne cherchais pas la vengeance, non, mon cœur ne portait pas ce fardeau, mais la justice, elle, suivait son cours, inexorable. Le conseil d'administration du groupe Beaumont, cette assemblée d'hommes et de femmes au visage habituellement impassible, s'est réunie en urgence. J'ai imaginé leur panique, leur voix s'élevant dans la salle de conférence aux baies vitrées donnant sur Paris, leurs préoccupations tournant moins autour de la victime que de la survie de leur empire financier. Les titres des journaux, que mes frères Thomas et Lucas lisaient avec une gravité contenue, ont parlé d'une chute brutale du cours de l'action, de millions d'euros envolés en une seule journée, une somme qui autrefois m'aurait étourdi mais qui, désormais, me semblait abstraite, lointaine. Antoine a été mis à pied, temporairement, a-t-on dit, une formule polie pour désigner le début de la fin de son règne. Je savais que c'était le commencement de la chute pour son empire, un effondrement lent, méthodique, mais certain. Maître Claire Lambert, notre avocate, est venue me voir régulièrement, son air résolu, ses dossiers ordonnés. Elle parlait d'un ton calme, professionnel, de procédure, d'ordonnance de protection. Elle m'a informé d'une mesure juridique qui nous séparait, mon fils et moi, de l'emprise d'Antoine, une barrière légale pour me protéger de toute intrusion, de toute tentative de contrôle. Ce n'était pas un triomphe exubérant, mais une victoire essentielle, une première pierre posée sur le chemin de ma liberté retrouvée. Et puis, il y a eu Sophie Leclerc. Cette femme, autrefois l'ombre dévouée d'Antoine, celle qui choisissait mes robes, dictait mes apparitions publiques et tissait les mensonges de son récit, a finalement choisi son camp. Maître Lambert m'a expliqué qu'elle avait fourni à la justice des preuves accablantes, des courriels détaillés, des conversations enregistrées où l'on entendait la voix d'Antoine, révélant la façon dont il manipulait tout, y compris les chiffres, les cœurs et les esprits. Ces actions, tardives certes, n'étaient peut-être pas motivées par une rédemption complète, mais par une prise de conscience de sa propre survie. J'ai compris que même les plus loyaux peuvent se détourner quand le navire coule, quand la vérité est trop lourde à porter. Je n'ai pas ressenti de satisfaction particulière, juste une confirmation silencieuse que les masques tombaient, un à un. Alors que le monde extérieur s'agitait autour du scandale Antoine Beaumont, je me suis concentré sur ma reconstruction, lentement, patiemment, jour après jour. Les moments passés avec mon bébé sont devenus mes véritables ancres, mes repères dans cette nouvelle réalité. Ces petites mains qui agrippaient mon doigt avec une force inouïe, son souffle régulier contre ma poitrine, son petit visage endormi, si pur, si innocent. Ces instants précieux étaient plus vrais, plus réels que toutes les lumières et les richesses de l'avenue Georges V. Je passais des heures à l'observer, à mémoriser chaque trait, chaque expression, à apprendre le langage silencieux de son existence. Les pleurs, les rires, les petits gazouillis, tout était nouveau, tout était un cadeau. C'était un amour pur, inconditionnel, si différent de celui que j'avais cru vivre, un amour qui me remplissait d'une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque bain, chaque biberon, chaque change, chaque berceuse chantée à voix basse, était une petite victoire sur le chaos que j'avais laissé derrière moi. Mon corps, lentement, retrouvait sa force, et mon esprit, lui, se purifiait des ombres du passé. J'ai commencé à me détacher de la colère, de la peur, de toute amertume. L'image d'Antoine, autrefois si écrasante, si omniprésente, a commencé à se faner dans mon esprit, à perdre de sa substance, à devenir un écho lointain. Son empire s'effondrait, non pas par ma vengeance, mais par les conséquences naturelles de ses propres choix, de son orgueil démesuré. Ses arrestations, ses comparutions, les détails de l'enquête que mes frères me rapportaient parfois, tout cela me semblait lointain, comme les nouvelles d'un autre continent, d'une autre vie. Mon bonheur, ma paix, ne dépendraient jamais de sa chute, mais de ma propre capacité à me relever, à me choisir, à choisir mon enfant. J'ai compris que le véritable pouvoir n'était pas dans la richesse,
ni dans le contrôle, mais dans cette force intérieure qui me permettait de respirer à nouveau, de sourire sincèrement, de vivre pleinement chaque instant. Je m'éloignais du tumulte, non pas par fuite, mais par un acte délibéré de préservation, choisissant la lumière douce d'un nouveau départ plutôt que l'éclat éphémère d'un monde corrompu. La maternité m'avait donné un nouveau sens, une nouvelle perspective. Mon fils était ma boussole, m'indiquant le chemin vers une existence où la peur n'aurait plus sa place. Le matin où j'ai quitté l'hôpital avec mon fils fut comme une émancipation, une véritable délivrance. Le soleil, à peine levé sur l'horizon parisien, inondait la chambre d'une lumière douce et prometteuse, lavant les murs blancs des dernières ombres de mon passé récent. Mon fils, mon petit miracle, était levé contre ma poitrine, son poids léger mais si présent me rappelant la vie, la force de la vie. Thomas et Lucas étaient là, leurs visages émus reflétant la joie simple et profonde de me voir enfin debout, enfin libre de partir. Nous avons quitté l'enceinte de l'hôpital en silence, un silence chargé d'une signification nouvelle, d'une gratitude immense. Je respirais l'air frais avec une intensité inédite, chaque inspiration étant une affirmation de ma renaissance, une preuve que j'étais là, présente, vivante. La voiture, conduite par Thomas, nous a emmenés loin de l'effervescence du centre de Paris, loin des tours de verre qui symbolisaient tant le pouvoir d'Antoine que ma propre prison dorée. Nous nous dirigions vers une petite banlieue tranquille, un quartier verdoyant où les immeubles étaient moins hauts, les rues plus calmes, un lieu qui promettait l'anonymat et la sérénité. Mon nouvel appartement était modeste, lumineux, baigné de la lumière du matin. Les murs étaient encore nus, offrant la toile blanche que j'avais tant désirée pour ma nouvelle vie. C'était un espace à remplir de rire, d'amour, de bruit de pas d'enfants, non de réception mondaine ou de silence pesant. Il était vide, mais plein de promesses. Thomas s'est attelé à réparer la porte du placard qui grinçait, un petit détail, mais Antoine avait promis de la remplacer tant de fois sans jamais le faire, une métaphore silencieuse de toutes ces petites choses qu'il avait négligées, ces petites fissures qu'il avait laissées s'agrandir. Lucas, lui, avec sa minutie habituelle, a assemblé le lit de bébé, grommelant gentiment sur la complexité des instructions, mais ses yeux brillaient d'une tendresse infinie pour son petit-neveu. Ces moments, ces gestes simples, ces rires partagés autour d'une tâche commune, étaient mes véritables trésors, bien plus précieux que toutes les richesses que j'avais possédées. Ils ont rempli mon nouveau foyer d'une chaleur, d'une lumière que je n'avais jamais connue sur l'avenue Georges V. Mon cœur, enfin, s'est senti à sa place, enveloppé d'un sentiment de sécurité et d'appartenance. J'ai commencé à lire, non pas des manuels de développement personnel qui m'avaient autrefois été suggérés pour me rendre plus gérable ou plus calme, mais de vrais livres. Des romans sur des femmes qui avaient traversé des tempêtes, qui avaient tout perdu et avaient pourtant trouvé un sens à leur vie, une force inattendue. Chaque page tournée, chaque phrase soulignée, résonnait en moi comme une vérité longtemps enfouie, que l'on m'avait empêché de prononcer, une sagesse silencieuse qui avait toujours été là, attendant d'être découverte. J'ai compris, alors, que la liberté n'était pas l'absence de problèmes, car la vie en apporte toujours, mais l'absence de peur. Cette peur tenace, cette anxiété sourde qui m'avait habité pendant si longtemps, s'était dissipée, laissant un vide que la paix commençait à remplir. Je n'ai plus peur, ai-je murmuré un soir à mon fils endormi, sa petite main agrippant mon doigt avec une force surprenante, une force qui me rappelait la mienne. Ce n'était pas seulement une pensée fugace, c'était une déclaration, un serment que je me faisais à moi-même, à lui. La vie, avec ses joies simples et ses défis quotidiens, ses biberons de nuit, ses pleurs, ses rires, ses premiers gazouillis, prenait enfin son sens. Chaque lever de soleil était une nouvelle opportunité, chaque respiration une célébration de cette existence retrouvée. Un après-midi, alors que je luttais pour rentrer chez moi avec la poussette et mes sacs de course, lourds et encombrants, un homme d'un certain âge, un voisin que je n'avais jamais rencontré, s'est approché. Il était discret, son sourire aimable, et s'est simplement proposé de m'aider. Il ne m'a pas reconnu, il n'a pas posé de questions sur mon passé, sur mon nom, sur ma célèbre histoire. Il a simplement offert son aide, parlant du temps qu'il faisait, des nuits agitées des jeunes parents, des petites choses de la vie. Ces instants ordinaires, dénués de tout calcul, de toute attente,
de toute curiosité malsaine, étaient devenus mes plus grands trésors, les fondations solides de ma nouvelle réalité. L'illusion d'une vie de luxe et de pouvoir, d'une existence sous les feux des projecteurs, avait laissé place à la réalité d'une paix simple, d'un bonheur authentique, d'une vie où je pouvais être Adèle, simplement Adèle. J'ai embrassé mon fils sur le front, sentant son souffle léger contre ma peau. Le passé était derrière moi, les ombres d'Antoine s'éloignaient, ne laissant qu'un lointain souvenir. L'avenir, enfin, n'était plus une menace incertaine, mais une promesse lumineuse, celle d'une vie construite sur mes propres termes, avec ceux que j'aimais, dans la simplicité et la vérité. Le jugement est tombé quelques mois plus tard, une conclusion officielle à une histoire qui, pour moi, avait déjà pris fin. Antoine Beaumont a été condamné, son nom désormais associé à des titres peu flatteurs, son empire financier, qui se chiffrait en milliards d'euros, s'est effondré, ses billions d'euros et son pouvoir réduit en poussière. Mais cette nouvelle, je l'ai reçue avec une étrange sérénité, une distance paisible. Elle ne m'a apporté ni joie vengeresse, ni triomphe bruyant, ni même une once de la satisfaction amère que j'aurais pu imaginer. Ma véritable victoire, je l'ai trouvée bien avant, en me promenant avec mon fils au jardin du Luxembourg, sous le ciel changeant de Paris, un après-midi baigné de soleil. Personne ne me reconnaissait dans la foule des promeneurs, des étudiants, des amoureux. Personne ne me dévisageait, et cet anonymat, autrefois source d'isolement, était devenu un cadeau précieux, une liberté nouvelle. Je n'ai pas hésité un instant à me fondre dans cette vie simple, oubliant les feux des projecteurs, les murmures des réceptions, les fausses politesses d'un monde qui ne me manquait plus. Thomas, à mes côtés, son regard bienveillant posé sur moi, a posé la question que tant d'autres auraient pu formuler. Regrettes-tu d'avoir parlé, Adèle, après tout ce qui s'est passé? J'ai secoué la tête, un sourire léger sur les lèvres, un sourire sincère, sans l'ombre d'une contrainte. Je regrette d'avoir gardé le silence si longtemps, ai-je dit, ma voix calme, mais je ne regrette pas le chemin que j'ai pris. C'était le seul chemin possible pour retrouver la vérité, pour me retrouver moi-même, pour protéger mon enfant. Cette vérité, ma voix l'avait portée, non pas par la force du pouvoir, car je n'en avais aucun face à Antoine, mais par la pureté de son message, par sa simplicité inébranlable. Mon fils a bougé dans mes bras, un mouvement doux, régulier, réconfortant, comme un écho de mon propre cœur apaisé. J'ai enfin ressenti cette paix profonde, cette gratitude pour la vie qui se déployait devant moi, sans artifice, sans mensonge. Le tribunal avait rendu son verdict, le monde d'Antoine s'était effondré, mais pour moi, la véritable issue n'était pas là. Alors que je berçais mon fils, les yeux rivés sur l'horizon parisien, une sagesse silencieuse s'est imposée, une vérité que j'avais dû découvrir par moi-même, au prix de tant de douleurs. Le jugement est tombé quelques mois plus tard, une conclusion officielle à une histoire qui, pour moi, avait déjà pris fin. Antoine Beaumont a été condamné, son nom désormais associé à des titres peu flatteurs, son empire financier, qui se chiffrait en milliards d'euros, s'est effondré, ses billions d'euros et son pouvoir réduit en poussière. Mais cette nouvelle, je l'ai reçue avec une étrange sérénité, une distance paisible. Elle ne m'a apporté ni joie vengeresse, ni triomphe bruyant, ni même une once de la satisfaction amère que j'aurais pu imaginer. Ma véritable victoire, je l'ai trouvée bien avant, en me promenant avec mon fils au jardin du Luxembourg, sous le ciel changeant de Paris, un après-midi baigné de soleil. Personne ne me reconnaissait dans la foule des promeneurs, des étudiants, des amoureux. Personne ne me dévisageait, et cet anonymat, autrefois source d'isolement, était devenu un cadeau précieux, une liberté nouvelle. Je n'ai pas hésité un instant à me fondre dans cette vie simple, oubliant les feux des projecteurs, les murmures des réceptions, les fausses politesses d'un monde qui ne me manquait plus. Thomas, à mes côtés, son regard bienveillant posé sur moi, a posé la question que tant d'autres auraient pu formuler. Regrettes-tu d'avoir parlé, Adèle, après tout ce qui s'est passé? J'ai secoué la tête, un sourire léger sur les lèvres, un sourire sincère, sans l'ombre d'une contrainte. Je regrette d'avoir gardé le silence si longtemps, ai-je dit, ma voix calme, mais je ne regrette pas le chemin que j'ai pris. C'était le seul chemin possible pour retrouver la vérité, pour me retrouver moi-même, pour protéger mon enfant.
cette vérité, ma voix l'avait portée, non pas par la force du pouvoir, car je n'en avais aucun face à Antoine, mais par la pureté de son message, par sa simplicité inébranlable. Mon fils a bougé dans mes bras, un mouvement doux, régulier, réconfortant, comme un écho de mon propre cœur apaisé. J'ai enfin ressenti cette paix profonde, cette gratitude pour la vie qui se déployait devant moi, sans artifice, sans mensonge. Le tribunal avait rendu son verdict, le monde d'Antoine s'était effondré, mais pour moi, la véritable issue n'était pas là. Alors que je berçais mon fils, les yeux rivés sur l'horizon parisien, une sagesse silencieuse s'est imposée, une vérité que j'avais dû découvrir par moi-même, au prix de tant de douleurs. Le jugement est tombé quelques mois plus tard, une conclusion officielle à une histoire qui, pour moi, avait déjà pris fin. Antoine Beaumont a été condamné, son nom désormais associé à des titres peu flatteurs, son empire financier, qui se chiffrait en milliards d'euros, s'est effondré, ses billions d'euros et son pouvoir réduit en poussière. Mais cette nouvelle, je l'ai reçue avec une étrange sérénité, une distance paisible. Elle ne m'a apporté ni joie vengeresse, ni triomphe bruyant, ni même une once de la satisfaction amère que j'aurais pu imaginer. Ma véritable victoire, je l'ai trouvée bien avant, en me promenant avec mon fils au jardin du Luxembourg, sous le ciel changeant de Paris, un après-midi baigné de soleil. Personne ne me reconnaissait dans la foule des promeneurs, des étudiants, des amoureux. Personne ne me dévisageait, et cet anonymat, autrefois source d'isolement, était devenu un cadeau précieux, une liberté nouvelle. Je n'ai pas hésité un instant à me fondre dans cette vie simple, oubliant les feux des projecteurs, les murmures des réceptions, les fausses politesses d'un monde qui ne me manquait plus. Thomas, à mes côtés, son regard bienveillant posé sur moi, a posé la question que tant d'autres auraient pu formuler. Regrettes-tu d'avoir parlé, Adèle, après tout ce qui s'est passé? J'ai secoué la tête, un sourire léger sur les lèvres, un sourire sincère, sans l'ombre d'une contrainte. Je regrette d'avoir gardé le silence si longtemps, ai-je dit, ma voix calme, mais je ne regrette pas le chemin que j'ai pris. C'était le seul chemin possible pour retrouver la vérité, pour me retrouver moi-même, pour protéger mon enfant. Cette vérité, ma voix l'avait portée, non pas par la force du pouvoir, car je n'en avais aucun face à Antoine, mais par la pureté de son message, par sa simplicité inébranlable. Mon fils a bougé dans mes bras, un mouvement doux, régulier, réconfortant, comme un écho de mon propre cœur apaisé. J'ai enfin ressenti cette paix profonde, cette gratitude pour la vie qui se déployait devant moi, sans artifice, sans mensonge. Le tribunal avait rendu son verdict, le monde d'Antoine s'était effondré, mais pour moi, la véritable issue n'était pas là. Alors que je berçais mon fils, les yeux rivés sur l'horizon parisien, une sagesse silencieuse s'est imposée, une vérité que j'avais dû découvrir par moi-même, au prix de tant de douleurs. Le jugement est tombé quelques mois plus tard, une conclusion officielle à une histoire qui, pour moi, avait déjà pris fin. Antoine Beaumont a été condamné, son nom désormais associé à des titres peu flatteurs, son empire financier, qui se chiffrait en milliards d'euros, s'est effondré, ses billions d'euros et son pouvoir réduit en poussière. Mais cette nouvelle, je l'ai reçue avec une étrange sérénité, une distance paisible. Elle ne m'a apporté ni joie vengeresse, ni triomphe bruyant, ni même une once de la satisfaction amère que j'aurais pu imaginer. Ma véritable victoire, je l'ai trouvée bien avant, en me promenant avec mon fils au jardin du Luxembourg, sous le ciel changeant de Paris, un après-midi baigné de soleil. Personne ne me reconnaissait dans la foule des promeneurs, des étudiants, des amoureux. Personne ne me dévisageait, et cet anonymat, autrefois source d'isolement, était devenu un cadeau précieux, une liberté nouvelle. Je n'ai pas hésité un instant à me fondre dans cette vie simple, oubliant les feux des projecteurs, les murmures des réceptions, les fausses politesses d'un monde qui ne me manquait plus. Thomas, à mes côtés, son regard bienveillant posé sur moi, a posé la question que tant d'autres auraient pu formuler. Regrettes-tu d'avoir parlé, Adèle, après tout ce qui s'est passé? J'ai secoué la tête, un sourire léger sur les lèvres, un sourire sincère, sans l'ombre d'une contrainte. Je regrette d'avoir gardé le silence si longtemps, ai-je dit, ma voix calme, mais je ne regrette pas le chemin que j'ai pris. C'était le seul chemin possible pour retrouver la vérité,
pour me retrouver moi-même, pour protéger mon enfant. Cette vérité, ma voix l'avait portée, non pas par la force du pouvoir, car je n'en avais aucun face à Antoine, mais par la pureté de son message, par sa simplicité inébranlable. Mon fils a bougé dans mes bras, un mouvement doux, régulier, réconfortant, comme un écho de mon propre cœur apaisé. J'ai enfin ressenti cette paix profonde, cette gratitude pour la vie qui se déployait devant moi, sans artifice, sans mensonge. Le tribunal avait rendu son verdict, le monde d'Antoine s'était effondré, mais pour moi, la véritable issue n'était pas là. Alors que je berçais mon fils, les yeux rivés sur l'horizon parisien, une sagesse silencieuse s'est imposée, une vérité que j'avais dû découvrir par moi-même, au prix de tant de douleurs. Le jugement est tombé quelques mois plus tard, une conclusion officielle à une histoire qui, pour moi, avait déjà pris fin. Antoine Beaumont a été condamné, son nom désormais associé à des titres peu flatteurs, son empire financier, qui se chiffrait en milliards d'euros, s'est effondré, ses billions d'euros et son pouvoir réduit en poussière. Mais cette nouvelle, je l'ai reçue avec une étrange sérénité, une distance paisible. Elle ne m'a apporté ni joie vengeresse, ni triomphe bruyant, ni même une once de la satisfaction amère que j'aurais pu imaginer. Ma véritable victoire, je l'ai trouvée bien avant, en me promenant avec mon fils au jardin du Luxembourg, sous le ciel changeant de Paris, un après-midi baigné de soleil. Personne ne me reconnaissait dans la foule des promeneurs, des étudiants, des amoureux. Personne ne me dévisageait, et cet anonymat, autrefois source d'isolement, était devenu un cadeau précieux, une liberté nouvelle. Je n'ai pas hésité un instant à me fondre dans cette vie simple, oubliant les feux des projecteurs, les murmures des réceptions, les fausses politesses d'un monde qui ne me manquait plus. Thomas, à mes côtés, son regard bienveillant posé sur moi, a posé la question que tant d'autres auraient pu formuler. Regrettes-tu d'avoir parlé, Adèle, après tout ce qui s'est passé? J'ai secoué la tête, un sourire léger sur les lèvres, un sourire sincère, sans l'ombre d'une contrainte. Je regrette d'avoir gardé le silence si longtemps, ai-je dit, ma voix calme, mais je ne regrette pas le chemin que j'ai pris. C'était le seul chemin possible pour retrouver la vérité, pour me retrouver moi-même, pour protéger mon enfant. Cette vérité, ma voix l'avait portée, non pas par la force du pouvoir, car je n'en avais aucun face à Antoine, mais par la pureté de son message, par sa simplicité inébranlable. Mon fils a bougé dans mes bras, un mouvement doux, régulier, réconfortant, comme un écho de mon propre cœur apaisé. J'ai enfin ressenti cette paix profonde, cette gratitude pour la vie qui se déployait devant moi, sans artifice, sans mensonge. Le tribunal avait rendu son verdict, le monde d'Antoine s'était effondré, mais pour moi, la véritable issue n'était pas là. Alors que je berçais mon fils, les yeux rivés sur l'horizon parisien, une sagesse silencieuse s'est imposée, une vérité que j'avais dû découvrir par moi-même, au prix de tant de douleurs. Le jugement est tombé quelques mois plus tard, une conclusion officielle à une histoire qui, pour moi, avait déjà pris fin. Antoine Beaumont a été condamné, son nom désormais associé à des titres peu flatteurs, son empire financier, qui se chiffrait en milliards d'euros, s'est effondré, ses billions d'euros et son pouvoir réduit en poussière. Mais cette nouvelle, je l'ai reçue avec une étrange sérénité, une distance paisible. Elle ne m'a apporté ni joie vengeresse, ni triomphe bruyant, ni même une once de la satisfaction amère que j'aurais pu imaginer. Ma véritable victoire, je l'ai trouvée bien avant, en me promenant avec mon fils au jardin du Luxembourg, sous le ciel changeant de Paris, un après-midi baigné de soleil. Personne ne me reconnaissait dans la foule des promeneurs, des étudiants, des amoureux. Personne ne me dévisageait, et cet anonymat, autrefois source d'isolement, était devenu un cadeau précieux, une liberté nouvelle. Je n'ai pas hésité un instant à me fondre dans cette vie simple, oubliant les feux des projecteurs, les murmures des réceptions, les fausses politesses d'un monde qui ne me manquait plus. Thomas, à mes côtés, son regard bienveillant posé sur moi, a posé la question que tant d'autres auraient pu formuler. Regrettes-tu d'avoir parlé, Adèle, après tout ce qui s'est passé? J'ai secoué la tête, un sourire léger sur les lèvres, un sourire sincère, sans l'ombre d'une contrainte. Je regrette d'avoir gardé le silence si longtemps, ai-je dit, ma voix calme, mais je ne regrette pas le chemin que j'ai pris.
C'était le seul chemin possible pour retrouver la vérité, pour me retrouver moi-même, pour protéger mon enfant. Cette vérité, ma voix l'avait portée, non pas par la force du pouvoir, car je n'en avais aucun face à Antoine, mais par la pureté de son message, par sa simplicité inébranlable. Mon fils a bougé dans mes bras, un mouvement doux, régulier, réconfortant, comme un écho de mon propre cœur apaisé. J'ai enfin ressenti cette paix profonde, cette gratitude pour la vie qui se déployait devant moi, sans artifice, sans mensonge. Le tribunal avait rendu son verdict, le monde d'Antoine s'était effondré, mais pour moi, la véritable issue n'était pas là. Alors que je berçais mon fils, les yeux rivés sur l'horizon parisien, une sagesse silencieuse s'est imposée, une vérité que j'avais dû découvrir par moi-même, au prix de tant de douleurs. Antoine n'avait pas échoué par manque de centaines de millions d'euros ou de pouvoir. Son naufrage, il l'avait orchestré lui-même en ne voyant chez les autres que des reflets de sa propre grandeur. Il avait jugé les êtres à l'aune de leur apparence, de leur statut, et surtout, de leur silence. Il pensait que le calme d'une femme était un signe de faiblesse, une opportunité à exploiter, une toile de fond sur laquelle projeter sa propre image grandiose. Sa méprise, cette arrogance aveugle qui le poussait à considérer sa propre femme comme un simple décor, un accessoire pour son succès, fut le premier clou de son cercueil. Car la véritable valeur d'un être ne se négocie pas en salle de conférence ni ne se mesure à l'épaisseur d'un portefeuille, elle réside dans son essence même, invisible aux yeux de ceux qui ne voient que la surface. La trahison, au fond, n'était pas le symptôme de mes imperfections. Non, elle était le cri étouffé d'une insécurité profonde chez Antoine, le besoin viscéral d'un homme au moins fragile d'exercer un contrôle absolu sur tout ce qui l'entourait. Il ne pouvait tolérer une femme entière, autonome, dont la force tranquille n'avait rien à lui prouver. Il avait besoin de se sentir désiré, indispensable, le pivot central de chaque existence, et face à une partenaire qui trouvait sa propre lumière, son monde vacillait, sa propre construction illusoire menaçait de s'écrouler. Ce n'est pas la faiblesse que l'on trahit, c'est la menace que représente l'indépendance de l'autre pour notre propre fragilité narcissique, une réalité que j'ai mise si longtemps à comprendre. Ma victoire, je l'ai trouvée non pas en le rabaissant ou en me délectant de sa chute, mais en me relevant, intact dans ma dignité. J'ai choisi de partir, non avec des éclats de voix ou des reproches amers, mais avec la certitude que ma vérité était mon bouclier, ma plus grande force. La liberté n'est pas l'absence d'entraves extérieures, non, elle est cette paix intérieure que l'on trouve en restant fidèle à soi-même, en honorant ses propres valeurs, même quand le monde entier semble vous pousser à la compromission, au silence. Le véritable courage n'est pas de faire plier l'autre, de dominer, mais de se tenir debout, en silence d'abord, puis avec une voix claire, face à soi-même, face à la vie. La vie ne nous demande pas d'être les plus forts, mais d'être vrais. N'est-ce pas là la plus grande des sagesses? Qu'en pensez-vous? Quels échos cette histoire éveille-t-elle en vous? L'histoire d'Adèle Dubois s'achève ici, celle d'un parcours semé d'embûches, de silences brisés, et d'une renaissance en pleine lumière. Que pensez-vous des choix d'Adèle, de sa quête de dignité? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à une telle épreuve? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, je les lis toujours attentivement, chaque mot, chaque pensée, car c'est dans ces échanges que le sens profond de nos histoires prend toute sa valeur. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir, ou a éveillé en vous une émotion particulière, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec quelqu'un qui, vous en êtes sûr, en sera également ému, car ces leçons sur la force intérieure et la vérité sont universelles. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères de l'âme humaine, de ces récits qui éclairent nos propres chemins. Retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle histoire et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être votre propre cœur qui résonnera face à une nouvelle vérité. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.